Portrait de légende. Découvrir ce qui fait d'un simple individu un personnage, une figure incontournable de l'histoire de la Formule 1. Avec une trentaine de champions du monde à travers l'histoire, il est compréhensible de ne pas connaître beaucoup plus que quelques noms éparpillés au fil des décennies. Fangio, Lauda, Senna, Schumacher, Weber... Quoi? Bref. Pourtant, tout bon nerd connaît celui de Giuseppe Farina, premier nom de cette longue et prestigieuse liste qu'on ne peut que glorifier en cette période où nous commémorons les 75 ans du championnat du monde. Mais on le connaît simplement car c'est le premier. On se rappelle de ses successeurs comme Fangio, Ascari ou Brabham pour leur réussite, mais on ne se rappelle pas de Farina pour ses exploits ou pour ce qu'il a apporté à la discipline, et les statistiques encouragent à ignorer le pionnier avec 5 victoires, 5 pole positions, un seul titre et une retraite en 1955. On en vient même à se dire qu'on se rappellerait pas de lui s'il avait gagné son titre juste après Fangio ou Ascari. Toutefois, c'est bien sur cette accroche peu flatteuse que je vous invite à percer les mystères du premier champion du monde de Formule 1 dans Portrait de légende. Très bel circuit et je suis très content d'avoir vécu ici à Lausanne la première fois que je le prends. Vous trouvez le circuit très bien? Très bien, très bien. Je suis très content et bien vos bords de félicitations. Merci, vous venez d'entendre Farina. Félicitons-le encore de la très très belle course qu'il a accomplie alors que les photographes le mitraillent. « 12 mai 1940, sur le circuit de Tripoli en Libye. Giuseppe Farina remporte le deuxième Grand Prix automobile de sa carrière avec Alfa Romeo. Pourtant, l'ambiance n'est pas à la fête. 2 jours plus tôt, l'Allemagne envahissait l'Europe de l'Ouest. Ce sera le dernier Grand Prix d'avant-guerre. 13 mai 1950, Silverstone, Angleterre. 10 ans et 1 jour plus tard, Giuseppe Farina remporte la première manche du championnat du monde de Formule 1, toujours au volant d'une Alfa Romeo. Si ce n'était pour quelques rides sur le visage du pilote italien, on pourrait croire qu'il ne s'était rien passé. Mais la Deuxième Guerre mondiale n'était pas un simple cauchemar. Voir des Italiens parader en Angleterre était loin d'être anodin. Même si l'Italie avait changé de camp après la chute de Mussolini, les souvenirs étaient encore à vif. Chez certains Britanniques, la cicatrice était bien trop fraîche pour célébrer leur présence. Pourtant, il fallait avancer. Et le divertissement offert par la course automobile était un prétexte idéal pour réunir les Anglais, les Italiens, les Français et tout le monde, même les Allemands, sous une bannière unique. L'ACF, Automobile Club de France, organisait un championnat du monde selon la réglementation Formule 1 instaurée en 1947. Les plus grands pilotes furent appelés, les plus grands constructeurs aussi. Alfa Romeo fut naturellement sollicité, mais beaucoup de choses avaient changé entre le 12 mai 1940 et le 13 mai 1950. Farina et Alfa Romeo avaient coupé les liens. Et surtout, les 3 pilotes vedettes de l'équipe étaient morts. Carlo Felice Rossi succomba à une tumeur au cerveau. Achille Varzi, légende d'avant-guerre, et Jean-Pierre Vimille, espoir de l'après-guerre, trouvèrent la mort en piste. Farina, malgré les différents passés, accepta de revenir chez Alfa Romeo, l'équipe de ses débuts. Il avait 44 ans, l'âge de la plénitude pour un pilote à l'époque, et pour un Espagnol des temps modernes, ainsi qu'un statut de favori naturel. Il était le numéro 1 désigné. Luigi Fagioli, 51 ans et le seul pilote né au 19e siècle à avoir pris part à une course du championnat du monde, serait son coéquipier. Inutile de préciser que sa réputation à lui aussi avait été faite bien avant la guerre. Et pour compléter le trio, un petit Argentin de 38 ans seulement, arrivé en Europe l'année précédente grâce au soutien du gouvernement argentin, Juan Manuel Fangio, qui s'était illustré avec pas moins de 7 succès en un an.
Il avait été remarqué en Argentine par Achille... Il avait été remarqué en Argentine par Achille Varzi, qui avait convaincu Alfa Romeo de lui faire une place avant son accident fatal. Farina, lui, était le protégé de Tadzio Nuvolari, désormais à la retraite. Les années 30 avaient vu s'affronter Varzi et Nuvolari, les années 50 auraient Fangio et Farina. Les jeudis 11 et vendredi 12 mai, les essais à Silverstone se concluent par un quadruplé Alfa Romeo. Farina est en pole, pourtant le Turinois aborde cette première manche du championnat du monde avec une clavicule cassée à cause d'un accident au Grand Prix de Marseille 2 mois plus tôt. Il a l'habitude de rouler avec des blessures, mais ça on y reviendra juste après. Pour cette date historique, les Ferrari sont absentes, ayant préféré participer à une course de Formule 2 en Belgique, jugée plus lucrative. Quant aux Maserati et aux Talbot Lago, elles sont bien trop loin en termes de rythme pour inquiéter les Alfa et leurs fabuleux moteurs suralimentés. Le samedi 13 mai, le départ de la première manche du championnat du monde est donné. Fagioli jaillit en tête, mais Farina reprend les commandes. Fangio, lui, ne les lâche pas d'une roue. Le trio se tient en moins d'une seconde pendant une dizaine de tours, puis Fagioli attaque. Il passe, Farina riposte. Fangio s'intercale, Farina reprend enfin l'avantage. Passé la mi-course, les écarts se sont stabilisés à moins de 2 secondes. Farina mène devant Fagioli et Fangio. À 10 tours de l'arrivée, l'Argentin accélère. Il dépasse Fagioli, remonte sur Farina, mais commet une erreur au 63e tour. Sa course est terminée. Après 2h13 de lutte, Farina franchit la ligne en vainqueur, inscrivant 8 points avec un point bonus pour le meilleur tour en prime, 1 minute 56 et 6 dixièmes. Derrière lui, Fagioli prend la 2e place. La 4e Alfa, pilotée par Reg Parnell, complète le podium. La manche suivante à Monaco est dominée par Fangio, alors que Farina se met dans le mur dès le premier tour et cause un des plus gros carambolages de l'histoire, impliquant 9 voitures, sans drame heureusement. La lutte italo-argentine se poursuit en Suisse. Farina, Fangio et Fagioli sont quelque peu embêtés par les Ferrari de Villoresi et Ascari, mais les Alfa restent au-dessus. En abandonnant à 9 tours de la fin, Fangio offre un peu de répit à Farina, qui mène le championnat 6 points devant Fagioli et 9 devant Fangio. En Belgique, cette fois c'est Fangio qui s'impose devant Fagioli et Farina qui tombe en 4e place à cause d'ennuis mécaniques. Il garde l'avantage au championnat, mais les choses se compliquent en France. Fangio mène un nouveau doublé devant Fagioli et Farina abandonne à quelques tours de la fin. Tout se décidera à Monza, à domicile. Fangio mène avec 26 points, Fagioli est 2e avec 24 et Farina 3e avec 22. C'est Fangio qui signe la pole position avec un souffle d'avance, 1 dixième devant un invité surprise, Alberto Ascari qui a qualifié sa Ferrari en 2e place. Farina est 3e, Fagioli 5e. Nino prend la tête au départ et mène devant Ascari et Fangio. Pour ce dernier, la 3e place suffirait à décrocher le titre, à condition de contenir Fagioli. Aux avant-postes, Farina doit résister à Ascari, qui profite du nouveau châssis Ferrari, qui présente une réelle menace pour la première fois cette année. Mais derrière, un coup de théâtre. Fangio abandonne, trahi par sa boîte de vitesse. Il récupère alors la voiture d'un de ses coéquipiers pour espérer marquer quelques points, mais cette fois, c'est la soupape qui lâche Fangio. Il est définitivement hors course. Fagioli ne peut pas revenir sur Ascari et Farina doit à tout prix gagner pour prendre le titre. Mais à 5 tours de la fin, sa pression d'huile chute. Je crois au miracle. Quand j'ai vu mon voyant de pression d'huile, j'ai parlé à la Vierge. Pendant 5 tours, je priais, j'accélérais, je mettais au point mort. Et le moteur a tenu. Après la course, les mécaniciens d'Alfa n'ont jamais réussi à le faire redémarrer. Il avait expiré sur la ligne d'arrivée. Profondément croyant, Farina allait mettre un cierge et une offrande dans un sanctuaire dédié à la Vierge après chaque accident. Et je vous prie de me croire, il a allumé beaucoup de cierges. Ce 3 septembre 1950, il en allumera un de plus. Comme Nuvolari avant lui, sur une Alfa Romeo, il remporte le Grand Prix d'Italie et devient le tout premier champion du monde de l'histoire de la Formule 1.
Alors que Fangio vient féliciter son coéquipier et rival, nul ne sait vraiment la portée qu'aura ce sacre. Après tout, ce championnat est dominé par un seul constructeur et l'envie de le porter au rang mondial ne tient que sur l'existence d'une manche américaine à laquelle personne ne participe, sauf les Américains. On a beau dire que Fangio fut le meilleur pilote et qu'il a joué de malchance, ce dernier sait que son heure viendra. À cet instant précis, Giuseppe Nino Farina est le meilleur pilote du monde. That are green turn to brown. Le 30 octobre 1906, on nomma Giuseppe le nouvel enfant de la famille Farina. Parce que cette famille, un jour, une puissance divine leur a demandé de prendre la farine et de fariner la famille Farina. Et le même jour que la naissance de Giuseppe Farina, son papa, Giovanni, inaugure un atelier de carrosserie à Turin. Rapidement, l'entreprise familiale s'enrichit d'un nouveau talent, Giambattista, le frère cadet de Giovanni surnommé Pinin. Ensemble, ils bâtissent ce qui deviendra l'un des noms les plus célèbres du design automobile, Pininfarina. Comme quoi le succès était dans les gènes de la famille. Giuseppe gagna le sobriquet de Nino, et alors qu'il rêvait d'imiter tonton et papa qui s'amusaient sur les circuits, eh bien papa tenait à ce que le petiot ait ce que lui n'avait pas eu, des études. Une fois le cap des 18 ans passé, cela dit, Giuseppe s'essaye malgré tout à une course de côte. Résultat, une clavicule cassée et une grosse frayeur. Il raccroche temporairement le casque, termine un doctorat en sciences politiques, mais l'appel de la course est trop fort. Ainsi, Dr Giuseppe Farina, parce que oui, du coup il a un doctorat, je sais pas, Helmut Marko, il insiste pour qu'on l'appelle docteur Helmut, donc peut-être que lui aussi voulait qu'on l'appelle docteur. Non, c'est pas vrai, il en avait rien à faire de ce que j'en sais. En tout cas, Farina revient au volant d'une Alfa Romeo 8C 2300, carrossée Pininfarina, et entre quelques sorties de route, il montre beaucoup de bravoure, ce qui plaît à Bindo Maserati, qui lui confie une Type 34, ce qui lui permet de participer à des grands prix de plus haut niveau. Le Grand Prix de Modène 1935 marque un tournant. Il y affronte la légende Tadzio Nuvolari. Il abandonne pendant la course, certes, mais cela suffit pour que Nuvolari en fasse son protégé. Farina apprend et imite alors son héros. Même posture, les bras tendus, pilotage agressif à la limite dans chaque virage. L'année suivante, Farina conduit à nouveau des Alfa Romeo, mais cette fois en qualité de pilote professionnel, engagé par la Scuderia Ferrari, et c'est là que débute la légende. Oui, parce que en fait, à l'époque, la Scuderia Ferrari, c'était l'équipe sportive de Alfa Romeo. Cherche pas. Oh, et très très belle analogie de mon petit chat que vous entendez pas, qui est juste là à tenir la perche. C'est un petit peu comme Alpine, qui est l'équipe sportive de high-tech. Non, pas de Renault, de high-tech. Auto Union domine et Nuvolari accomplit des miracles dans son Alpha pour résister. Farina tente de suivre ce rythme infernal mais surpilote, enchaînant les erreurs. À Deauville, Marcel Lehoux perd la vie dans un accident. En cause, une manœuvre dangereuse de Farina. 2 ans plus tard à Tripoli, il percute Laszlo Hartmann. Le pilote hongrois succombe à ses blessures. Entre ces deux tragédies, Farina a remporté son premier Grand Prix, à Naples en 1937. Il gagne malgré tout le statut de pilote dangereux. Cela n'effraie pourtant pas Enzo Ferrari. Il y voit au contraire un courage brut, presque téméraire. Et Farina n'a peut-être pas encore le niveau de Nuvolari ou Varzi. Celle-là, je l'ai refaite plusieurs fois parce que le niveau de Nuvolari, c'est compliqué à dire. Mais bref, Farina n'est pas encore au niveau de ces 2 légendes italiennes, mais il est très clair, Williams, qu'il est fait pour devenir un grand du futur. Le 12 mai 1940, il revient à Tripoli, théâtre du drame passé. Mais cette fois, il s'y impose et c'est sa 2e grande victoire en course automobile. Pourtant,
Il faut attendre le 22 avril 1946 au Grand Prix de Nice pour que la course automobile reprenne. Farina n'y participe pas, mais il brille à la Coupe René Lebègue où il abandonne tout en signant le meilleur tour. Il enchaîne avec une victoire au Grand Prix des Nations en Suisse et la grande épreuve suivante est chez lui, le Grand Prix de Turin 1946. Ironiquement, ce Grand Prix est le premier à se tenir sous la nouvelle réglementation Formule 1 prévue pour 47. Et c'est Farina qui prend la première pole de l'histoire de la Formule 1 au volant d'une Alfa Romeo 158 à l'issue des essais des 30 et 31 août. Sans même le savoir, il est destiné à être le pionnier de cette catégorie dans tous les sens du terme. Mais à la manche suivante, à Milan, Alfa lui intime l'ordre de laisser gagner son coéquipier Carlo Felice Rossi. Trahi, Farina quitte l'équipe. Jadis, il comprenait qu'il devait laisser place à nouveau Larry, mais à 40 ans, il méritait le respect. Mais peut-être n'était-il pas aussi exceptionnel que son héros. C'était juste un très bon pilote. Mais un très bon pilote flanqué d'accidents qu'on ne pouvait oublier. Il retourne un temps à Pininfarina, mais le besoin de courir devient trop fort. Il reprend le volant en Argentine en 48, remporte une manche à Buenos Aires, puis s'impose à Mar del Plata, aux Nations, à Monaco. Enzo Ferrari, admiratif, le convainc alors de rouler dans ses propres voitures. Et Farina l'emporte encore. En 1949, avec sa Maserati privée, il ajoute Rosario et Lausanne à son palmarès. 7 victoires en 4 ans sans véritablement s'engager à plein temps, c'est honorable. Mais l'histoire les a presque oubliés, car quelque chose de plus grand se préparait. Le championnat du monde de Formule 1 1950 fut le plus grand moment de gloire de Nino. Mais les projecteurs l'oublièrent vite. Sur ses 5 victoires officielles, il en gagna 3 en 1950. Il y en a une petite dizaine en dehors du championnat, mais les statistiques ne comptent pas pour ces courses. En 51, Farina tente de défendre sa couronne, mais cette fois, Fangio est lancé et rien ne l'arrête. En raison de la réglementation imposée à la F1, moteur atmosphérique de 4500 cm3 ou suralimenté de 1500 cm3, peu de constructeurs s'engagent ou sont capables de rivaliser avec Alfa Romeo. En 52, le championnat est donc disputé sous la réglementation de la Formule 2, avec des moteurs atmosphériques de 2000 cm3 ou suralimentés de 500 cm3. Alfa Romeo se retire de la compétition et c'est avec un plaisir non dissimulé qu'Enzo accueille de nouveau Farina dans ses rangs. Mais à nouveau, il sent le parfum de la trahison. À la différence que cette fois-ci, il aurait dû le sentir venir. Ascari est désormais la coqueluche de l'écurie et il remporte 6 des 7 manches du championnat. En 53, la concurrence se durcit encore. Maserati sort de l'ombre, Fangio revient après une longue convalescence et Ascari domine les 3 premières épreuves. Juste après, un jeune Anglais, Michael Thorne, s'impose en France en tenant tête à Fangio. Farina, déjà perçu comme un homme du passé, semble relégué au second ou même au 3e plan. There were like 2 Ninos. So when he was driving, he was a star. When he was out of the track, he was very simple, very sober, very understated, very elegant. À l'inverse de son mentor, Nuvolari, ou de son rival Ascari, Farina n'était pas connu pour être le typique chaleureux gentilhomme italien. Il était agréable et bien éduqué, mais avait tracé un cercle clair entre sa vie sur les circuits et sa vie privée. Un jour, sa femme Elsa lui a dit « C'est la course ou moi ». L'ultimatum n'alla pas dans son sens et elle l'accepta quand même. En retour, Farina lui promit de les préserver de la presse. Et c'est aussi peut-être pour cela que la presse avait fini par préférer l'intimidant mais paternel Fangio, le chaleureux et jovial Ascari ou l'exubérant et bien habillé Hawthorne. Mais Farina accepte ce coup porté à son orgueil, car il aime la course et respecte Ascari qui a plus d'une fois démontré son immense talent et qui méritait amplement ses 2 titres acquis coup sur coup. Qui plus est, malgré son attitude solitaire, Ascari et Farina s'entendaient bien et le respect mutuel n'en était que plus grand. Nino gagna une dernière épreuve de championnat du monde et pas n'importe laquelle.
Sa première apparition sur le tracé du Nordschleife remontait en 1937, année de la victoire de Caracciola au volant d'une Mercedes. Rosemeyer et Nuvolari y avaient également triomphé, mais après la guerre, Ascari y régnait en maître avec 3 victoires consécutives. Parti en pole position, Ascari domine à nouveau le circuit allemand jusqu'à ce qu'une roue avant ne se détache soudainement. Dans un geste de courage et de maîtrise rare, il ramène sa Ferrari sur 3 roues jusqu'au stand. Il cède alors le commandement à Hawthorne, engagé dans un nouveau duel acharné contre Fangio. Et c'est à ce moment-là que surgit Farina. Il remonte sur son coéquipier, dépasse la Maserati de son rival de toujours et prend les rênes de la course. Farina remporte non seulement la dernière victoire de sa carrière officielle, mais peut-être aussi la plus belle. Une victoire sur le circuit le plus exigeant du monde, face au meilleur, âgé de 47 ans, avec 90 secondes d'avance sur Fangio. Alberto Ascari est mort le 26 mai 1955 lors d'essais privés avec Ferrari. Cette perte touche profondément Nino, lui qui avait tant de fois remercié la Vierge de l'avoir sauvé. Quelques jours plus tôt, à Monaco, Ascari avait terminé sa course dans le port après une sortie de piste spectaculaire. Il en était ressorti avec tout juste quelques égratignures. Il semblait intouchable, et pourtant. Elsa et son entourage en profitent pour le convaincre de renoncer. À 48 ans, Farina n'a plus rien à prouver et a tout à perdre. 2 semaines plus tard, au Grand Prix suivant, Farina monte sur son ultime podium à Spa-Francorchamps, aux côtés de Fangio et de Moss. L'un, incarnation du numéro 1 qu'il n'a jamais vraiment été, et l'autre, incarnation d'un avenir qu'il n'a jamais pleinement représenté non plus. Et ce fut son dernier Grand Prix en Formule 1. Il tenta sans succès l'aventure d'Indianapolis en 56 et 57, puis se consacre à une succession Jaguar aux relations publiques de Pininfarina, tout en restant un ambassadeur respecté du sport automobile. Giuseppe Farina est mort dans un vulgaire accident de la route, le 30 juin 1966, au volant de sa Lotus Cortina, en route pour assister au Grand Prix de France à Reims. Peut-être, encore une fois, avait-il été trop téméraire, ou était-ce la Vierge qui avait estimé qu'elle l'avait déjà bien trop sauvé? Rares étaient les pilotes qu'Enzo Ferrari admirait. Le Commendatore respectait le courage, la bravoure, et pourtant même lui estimait parfois que Farina ne faisait pas la différence entre l'audace et la témérité. L'unique titre de Farina marque le chant du cygne d'une génération, celle des pilotes de l'avant-guerre, car il fut le seul de cette époque à décrocher un championnat du monde. Et paradoxalement, il incarne aussi cette génération de pilotes privés de leur temps avec l'interruption causée par la guerre. Avant, il était encore trop inexpérimenté et trop brouillon, et après, il était tout juste capable de contenir la montée de la nouvelle vague. Sans cela, peut-être aurait-il mérité un palmarès plus riche. J'espère en tout cas qu'à présent vous ne considérez plus Giuseppe Farina comme le simple nom qui ouvre 75 ans d'histoire de Formule 1, mais comme un trait d'union entre l'héritage de la course d'avant et le championnat que nous connaissons tous aujourd'hui. Et pour cette vie et cette carrière que je n'ai pu qu'effleurer, et pour la bravoure et la combativité, mais aussi la noblesse qu'il a affichée tout au long de sa carrière, je veux conclure en disant simplement « Merci Nino ».